Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on réfléchit, on commente, on donne notre opinion sur l'actualité de la semaine. Tout ça de manière conviviale. Et je suis très heureux parce que ça fait des années que je me dis, j'ai des panélistes de qualité, mais j'aimerais ça avoir une femme. Parce que, je sais pas, il y a une sensibilité féminine à l'actualité qui est différente. Ça amène d'autres débats. Je trouve ça... puis aujourd'hui, ça prend ça, ça prend ça. Et j'ai réussi avec moi cette semaine, et je l'espère pour plein d'autres fois, Madame Joanie Riendeau. Bonjour, Joanie. Bonjour, Pierre. Ça va bien? Ça va super bien. Pas trop nerveuse? Non, sincèrement, vous êtes une super de bonne équipe. Je me suis sentie accueillie direct en commençant. Donc, vous m'avez vu en confiance pour cette première émission. Non, génial. Joanie, pour les gens qui ne te connaissent pas, oui. C'est qui Joanie Riendeau? Bien, comment je pourrais me définir auprès des gens de la MRC Maria-Chapdelaine? Bien, je suis premièrement une nouvelle arrivante. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans la région. Je suis à la fois entrepreneur, parce que j'ai une entreprise avec une partenaire d'affaires. Je travaille aussi pour Porte Ouverte sur le Lac, pour aider les étudiants internationaux à s'établir durablement dans la région. Mais au niveau de mon parcours professionnel, j'ai travaillé beaucoup au milieu culturel, dans la médiation ou l'organisation d'événements, dans le niveau des loisirs, et j'adore travailler avec les bénévoles. C'est une des choses qui m'intéresse profondément au niveau de mes valeurs. Je travaille avec les bénévoles, avec les gens qui veulent faire du développement dans leur communauté puis qui sont passionnés. Donc, c'est une des choses qui m'a attirée à participer à l'émission présentement. Et tu as une autre belle qualité pour ça, tu as une opinion sur tout. Ça dépend pour qui c'est une qualité, mais dans mon cas, j'en suis fière parce que j'aime ça en discuter puis j'aime ça challenger, j'aime ça qu'on me mette des défis puis qu'on m'apporte des arguments. Avoir une opinion, c'est important. Avoir une opinion, mais c'est aussi savoir en discuter, puis savoir aussi argumenter, changer son opinion, puis évoluer. Ça, je suis toujours intéressée. D'où l'importance des cours de philosophie au cégep. Donc, on va débuter ça. On se lance tranquillement. On va parler de la température, parce qu'on aime ça, nous, au Québec, parler de la température. Hey, il fait frais, il fait chaud. Hey, hein? Ça, c'est très culturel aux Québécois. Oui, oui. Et là, il fait fret. Je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas le mot fret, mais froid extrême, et c'est pas juste au Québec. Là, ça fait quelques semaines, on tourne avec le facteur éolien autour de moins 40, moins 45. C'est particulièrement désagréable. Moi, j'adore l'hiver, mais là, cette température-là, je la déteste. Puis on voit que ça s'est étendu partout en Amérique du Nord. On a vu la ville de Chicago, entre autres, être complètement arrêtée à cause du froid extrême. Et ce qui me fait rire, c'est que j'entends, ça donne des munitions aux climato-sceptiques qui disent « Regardez, c'est pas vrai, le réchauffement climatique, il fait frais. » Il faut comprendre que ce froid extrême-là, c'est causé, entre autres, par le réchauffement climatique, parce que le vortex polaire qui existe tout le temps a maintenant plus de place pour s'étendre. Bien, il faut savoir, dans les nouvelles qui sont sorties, qu'il y a eu des grandes chaleurs en Australie. Pour vous dire aussi qu'on parle des extrêmes partout, des grandes chaleurs au point où, au mois de janvier, il faut dire que les saisons sont inversées en Australie. Au mois de janvier, la moyenne pour le mois de janvier était de 30 degrés Celsius. La moyenne. Pour aller dans les 46-47 dans certaines régions. Ils ont été obligés d'abattre, je pense, c'est 12 000 chevaux. Ils ont perdu 23 000 chauves-souris desséchées, déshydratées par manque d'eau. Des poissons aussi. Des feux de forêt en Tasmanie, qui est quand même des lieux protégés. Quand on parle du froid extrême, puis j'entends les climato-sceptiques, là, moi, j'ai bien aimé une image qu'un scientifique américain a donnée à propos du climat. Il dit, les climato-sceptiques qui disent « Ah, le réchauffement climatique, regarde à quel point il fait frais. » Il faut faire la différence entre la météo et le climat. La météo et le climat, il faut voir comme un maître et son chien qui marchent sur une plage. La météo, c'est le chien qui se promène un peu partout, qu'on regarde, qui va de haut en bas, puis c'est on le voit à très court terme, il bouge beaucoup. Mais celui qu'on veut voir où ce qui se rend, c'est le maître. Lui, il va suivre une trace, puis il va changer de milieu. C'est important. Il faut faire la différence entre les deux. C'est des extrêmes. J'aime bien aussi une autre image qu'on m'a donnée, c'est l'image de la fièvre. Quand on est malade, la fièvre, on a des grandes chaleurs et on a des frissons pour combattre une infection. J'irais juste là pour se poser la question. J'aime beaucoup cette image. Juste là pour se poser la question. En tout cas, on a hâte d'être dans le milieu. Tu sais, là, une belle température tempête. Au printemps puis à l'automne, parce qu'on se dit, il fait frais, mais au mois d'août, on va tous se dire, il fait chaud, humide, je me sens pas bien. Ah oui, on aime ça, nous, chialer. On n'est jamais content. Mais bon, il faut bien avoir des choses à dire. Rentrons plutôt dans des sujets qui vont nous toucher particulièrement. On veut parler, en fait,
Il y a une étude qui est sortie là, qui disait que le gouvernement devrait un peu changer le cap et arrêter d'être trop obsédé par la création d'emplois. Parce que en ce moment, on est en plein emploi, il y a le vieillissement de la population et ce qui risque d'arriver, c'est que oui, on veut bien créer des emplois, mais ça prend des gens pour les occuper. On est un creux historique au niveau des gens qui ne travaillent pas. Là. Donc, tout le monde est capable de pouvoir travailler. Il y a des jobs en masse. On parle aussi, on parle de pénurie d'emploi, mais on a une pénurie de bénévoles dans à peu près beaucoup d'organismes. Et tout ça, on parle d'une... je veux qu'on relie ça avec l'immigration parce que, tu es une spécialiste, mais deux, c'est une solution apportée, avancée. Mais on sait que 85% des immigrants restent dans la grande région de Montréal et que la pénurie d'emploi touche particulièrement les régions et le vieillissement de la population et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que l'immigration? Comment bien accueillir, intégrer les immigrants? Et qu'est-ce que tu en penses? Tellement de sujets juste dans le grand énoncé que tu viens de faire, Pierre. C'est ça que j'aime, moi. La première chose, c'est qu'au niveau du développement économique, souvent, on regarde puis on parle de les grosses entreprises qu'on a parce que, par exemple, dans la région Résolu, Rio Tinto, Alcan, on a beaucoup des grosses entreprises qui sont des grands porteurs d'emplois. On ne se le cachera pas. C'est un peu un mythe, là. C'est plus vrai. C'est en plein ça. Ce n'est plus la réalité du développement économique. La réalité du développement économique dans nos régions, à travers le Québec, à travers le monde, c'est les petites et moyennes entreprises qui offrent des emplois avec des impacts locaux et régionaux, qui font valoir vraiment les petites merveilles du coin. On parle aussi que c'est des employeurs, des entreprises qui sont beaucoup plus humaines dans leur traitement de leurs employés. C'est pour ça que les gens qui décident de choisir dans les PME, souvent, ils restent beaucoup plus longtemps que les grandes entreprises. Parce que ce n'est pas le salaire maintenant qui importe aux nouvelles générations, c'est la qualité de vie. L'équilibre travail-vie privée. Puis je dis vie privée parce que c'est pas parce que tu as une famille que tu as des privilèges. Il faut que tu aies un équilibre avec ta vie privée et ton travail, que tu te sentes accompli, que tu aies des bonnes conditions. Donc, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, on a deux mentalités au niveau des employeurs. La première, c'est je ne donne pas le salaire qu'il faut pour avoir les gens compétents. Bien, moi, je travaille avec les étudiants internationaux, comme tu sais, et comme vous allez l'apprendre, chers téléspectateurs. Et après un petit sondage avec les étudiants, saviez-vous que le salaire passe en 5e position sur le choix d'une entreprise sur 9? Quand même. Le premier, c'est l'équipe de travail et la distance pour l'étudiant, parce que souvent les étudiants n'ont pas de voiture, mais aussi le sentiment d'accomplissement puis l'autonomie qui est recherché, une reconnaissance des compétences. Donc, déjà dans les PME, les gens sont beaucoup plus portés à faire plus de tâches, à être diversifiés puis à aller à avoir des projets qui sont beaucoup plus challengeants, plus intéressants, avec des défis dans lesquels on évolue, au lieu d'une grande entreprise où parfois, je ne dis pas tout le temps, je connais des grandes entreprises qui sont le contraire de ce que je viens de dire, où tu es un numéro, tu as une tâche, si tu ne fais pas ta tâche, ça ne marche pas. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'évolution. Tandis que les nouvelles générations qui sont sur le marché du travail recherchent ça. La pénurie de main-d'œuvre a un impact aussi sur la pénurie de bénévoles. Si on regarde, là, présentement, on a une pénurie de main-d'œuvre. Les employeurs qui vont recruter le plus possible les employés, c'est les gens qui vont se poser la question, quand ils vont passer à l'entrevue, pendant des années, on pensait « Pourquoi je t'engagerais? » Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est « Pourquoi tu viendrais travailler pour moi? Pourquoi moi, je suis une entreprise sur laquelle tu veux travailler? » Le changement de perception est important et très important parce que maintenant, on se vend. Les bénévoles, est-ce qu'ils ont besoin du bénévolat pour vivre? Non. Les organismes ont besoin des bénévoles. Mais les bénévoles n'ont pas besoin des organismes. C'est du temps qu'ils donnent. Ils pourraient utiliser ce temps-là autrement. Donc, lorsqu'on parle à des organisations bénévoles qui vivent une pénurie de bénévolat, il y a du fun à faire du bénévolat. C'est pas juste faire du bien à la communauté, là. On va y aller de manière purement individualiste, là. C'est le fun. Tu rencontres des gens, tu sors de ton réseau social, tu apportes de manière très... C'est important. Bien, il y a un changement de paradigme, il y a un changement de pensée si on veut être attractif qui est « Viens-t'en ici. On a du fun, on a des défis, puis tu vas être valorisé. » Ce qui m'amène au point de l'immigration. Parce que partout au Québec, on a une pénurie. Oui. Dans tous les corps de métier. Tous les corps de métier, tous les métiers. On parle beaucoup des soudeurs, mais les machinistes,
on en manque. Des travailleurs forestiers, on en Des manque. enseignants, écoute, là, on va tous les voir. On en manque partout. C'est à travers le Québec, mais aussi à travers le Canada dans plusieurs postes. Mais comment combler cette pénurie-là quand on a une décroissance au niveau des natalités depuis plusieurs années, ce qui n'est pas mauvais, là, selon moi? Bien, il y a l'immigration. Mais encore une fois, ça m'apporte à une phrase que j'ai entendue personnellement quand même assez souvent, qui est « Ah oui, les immigrants, ceux qui ramassent des fruits là, puis qui repartent dans leur pays après. » C'est pas... C'est pas la réalité de l'immigration d'aujourd'hui. Non. Ce n'est plus la réalité. C'est des gens qui ont des compétences. Oui, dans certains cas, il y a de la difficulté, par exemple, au niveau médical, au niveau technologique. Bien, pas tant technologique, mais tout ce qui est au niveau humain, où il y a des reconnaissances de compétences. Parce que les maladies, ce n'est pas les mêmes au Venezuela, en Afrique, en Asie qu'au Québec. Je comprends l'ordre des médecins. Cependant, des équipes de gestion, il faut voir les immigrants qui peuvent être des coordonnateurs, des directeurs généraux qui ont des compétences qui peuvent se transmettre. Donc, ça peut être des postes décideurs. Ils ont des compétences à nous apporter. C'est pas seulement une main-d'œuvre, c'est des citoyens qui vont apporter leur couleur, qui vont apporter une nouvelle façon de voir, qui va permettre... d'ouverture. Et du développement, on va se dire bien honnêtement, avoir une vision différente des choses. Moi, j'ai eu l'occasion dans ma carrière professionnelle de changer de région. Je ne parle pas de changer de pays, changer de région, mais ça apporte d'autres visions. On ne voit pas la vie à Matane, à Cabano, à La Tuque, à Montréal, de la même façon qu'on la voit au Lac-Saint-Jean. C'est important d'être ouvert à la perception des nouveautés, des nouveaux arrivants. Mais autant, je parle en tant que nouvelle arrivante, prendre le temps d'écouter les gens qui sont ici. Oui. C'est très important d'écouter les gens qui sont ici. Ils ont une histoire. Tu n'arrives pas comme un train et tu changes tout. Personne n'a la science infuse. Mais il faut prendre le temps d'échanger, d'écouter les gens qui sont ici depuis des années, des générations. Il faut prendre le temps de voir, mais il faut aussi laisser la place au nouvel arrivant d'apporter sa couleur. C'est souvent par là qu'on va pouvoir faire évoluer nos communautés. Puis quand je dis faire évoluer, là, prenez-moi pas en défaut. Je parle d'apporter quelque chose de plus. Je parle pas que c'était mal avant. Ouais. C'est comment on avance, comment on peut... Avec les gens qui sont en place, parce qu'on on ressort de l'immigration. Tu sais, moi, ça me fait rire l'idée du Québécois de souche, quand on sait que 50 à 80 de nos jeunes sont autochtones, ceux des Québécois de souche. Là. Et en plus de ça, bien là, on parle d'immigration juive, d'immigration irlandaise, des loyalistes américains. On peut parler de toutes les communautés qui ont nourri le Québec depuis toutes ces années-là, là, les Italiens, Les vrais Québécois de souche, pourquoi c'est pas les Premières Nations? C'était les premiers qui étaient là. Oui. Donc, nous autres, carrément, les Canadiens français, d'origine française, on est une immigration. Oui. On vient d'une immigration. Ouais, il y a eu beaucoup de métissage aussi, ben oui, mais qu'on ne veut pas reconnaître. Je veux dire, au niveau historique, quand on parle du Canadien français dans nos cours, on est des immigrants. Déjà à la base. C'est quoi les solutions? Parce que ce qu'on entend, c'est oui, l'immigration, mais il faut qu'il s'intègre. On entend ça comme si c'était simple. Là. Ou on entend aussi, moi ça me fait rire, on dit ouais, ils viennent voler nos jobs. Je m'excuse quand quelqu'un qui ne fait pas reconnaître ses acquis, qui n'a pas de réseau, qui parle pas ta langue. Qui parle pas ta langue, qui te vole ta job, c'est probablement parce que tu n'es pas super bon. Attends un peu. Non, il y a plus que ça. Qui est prêt à être payé des pinottes, dans certains cas, qui sont prêts à faire des jobs pour lesquels ils sont surqualifiés. Un Québécois dans une job surqualifiée, on a un problème. Mais un immigrant qui est surqualifié dans une job, pas de problème. 2 poids, 2 mesures. Ouais. Ça, c'est un problème. Ça, je suis bien d'accord. Si vous voulez qu'ils s'intègrent en tant que citoyens, il faut les traiter comme des citoyens. Mais au niveau de l'inclusion, OK? Moi, j'entends souvent, je travaille là-dedans et... Je vais le répéter souvent, je travaille là-dedans, je suis passionnée par ce que je fais. Mais on tape souvent sur la tête de l'immigrant. Oui, il y a une question de personnalité. Il y a une question d'aller vers les gens, d'aller rencontrer, de s'impliquer bénévolement. C'est une des solutions pour sortir du réseau puis sortir c'est l'immigrant du village. Ouais, c'est un choc culturel, tu sais, pour passer de... Moi, j'ai été immigrant. Je suis allé vivre dans d'autres pays, puis
j'étais le Québécois de service pendant longtemps, puis il a fallu que j'accepte ça, puis que je m'intègre, puis que j'écoute, puis que je me fasse écouter aussi, parce que j'avais des choses à apporter. Bien, la majorité des immigrants sont prêts. Puis quand je dis à la majorité, 95 des gens qu'on voit à Porte Ouverte sur le lac sont prêts à ça. Mais c'est dur, un changement culturel. C'est très, très dur. Et je suis immigrante. Je ne suis pas immigrante. J'ai juste changé de région. Puis des fois, c'était dur. C'était très dur. Un mot très simple. Durex. Ouais. Les chers téléspectateurs, vous savez, c'est quoi le mot Durex ici? Bien, pour moi, qui suis arrivée, c'était une marque de condom. La première fois que ma patronne me dit « Passe-moi le Durex », peux-tu vous dire que j'ai pas eu la même interprétation? Hein? Ça nous fait rire. Mais imaginez quelqu'un qui... encore une autre fois, quelqu'un dans mon bureau, il me parle de son emploi, il me dit... un collègue de travail qui me dit « Tout est tigidou ». Un Français dit « C'est quoi tigidou? Ouais. » On parle de bien beau parler la même langue, des chocs culturels. Là, je vous dis des affaires qui sont drôles, mais des fois, dire « C'est écœurant », dépendamment du temps de voix, ça ne veut pas dire la même chose. On tape souvent sur la tête de l'immigrant. Il y a beaucoup d'immigrants. Oui, c'est difficile, puis il y a des organismes pour les accompagner. Mais est-ce que nous, présentement, à travers le Québec, on a l'habitude de l'inclusion? On est vraiment reconnu pour être de l'accueil. Puis ça, c'est souligné par toutes les personnes. Que ce soit des touristes, des immigrants, des nouveaux arrivants, c'est souligné partout. Super accueillant. C'est le fun. Tu arrives au travail, c'est le fun. Mais dès qu'on rentre dans les cercles intimes, c'est plus difficile. Dès qu'on arrive, parce qu'on est tout occupé, c'est une différence culturelle qui est très légitime, puis c'est historique. Parce qu'on est bien accueillant, on entraide les gens, mais on doit quand même garder nos ressources pour être capable de survivre à l'hiver québécois. Oui. Mais il faut dire que c'est une différence culturelle. Par exemple, en France, tu arrives et c'est très dur d'avoir le premier contact. Mais une fois que tu es ami, c'est à vie. Donc, où c'est qu'on peut travailler sur l'inclusion? Parce que c'est ça, l'inclusion, l'intégration. C'est, oui, l'immigrant, il y a bien beau, puis j'en connais, qui disent, moi, je veux participer à telle chose, telle chose, telle chose. Ah, on ne te connaît pas. T'es un petit qui, toi? Hein, ça, je me le suis fait souvent. C'est qui ton père? Tu viens d'où? On cherche le lien social, on cherche le lien familial, le lien de sang. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de dire, bien, ma mère est originaire de Saint-Félicien, puis son parrain, c'est le curé Blouin de Saint-Félicien. Ah, donc là, il a fait, une bleuette de très loin, mais une bleuette. Bien, c'est ça qui a aidé. Donc, il faut se poser des questions. Parce que moi, je le vois, en tout cas, je travaille avec les étudiants étrangers au cégep à Jonquière. Puis ce que je voyais, c'est qu'il y en a qui disaient qu'ils sont tellement fins et accueillants, les Québécois, mais ça finit à 5 heures. Parce que le soir, on a de la misère. Fait qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent entre eux. Ça amène une certaine ghettoisation. Donc, puis après ça, bien, ils se font reprocher d'être ensemble. Mais c'est pas toujours évident, là. Mais non, c'est ça. Puis, comment je pourrais dire ça? Ghettoisation, l'inclusion, c'est dur. OK? C'est vraiment dur. J'ai comme perdu mon idée. Mais l'inclusion, c'est dur. C'est dur de sortir de son milieu. Mais je viens de retrouver mon idée. D'après toi, Pierre, oui. Les 3 premières régions avec lesquelles on est en compétition pour garder nos étudiants étrangers. Je sais pas, je vais dire Québec, Montréal et puis l'Outaouais. T'en as juste une bonne réponse sur 3. C'est l'Outaouais. Non. C'est Montréal en premier, mais le deuxième, Gaspésie et la Madeleine. Parce que les gens qui veulent aller en région, ils ont le choix des régions, en fait, parce que la pénurie d'emploi puis de main-d'œuvre. Puis on parle des étudiants qui sont formés, qui ont passé entre 6 mois et 3 ans au Lac-Saint-Jean. Mm-hmm. Et qui, eux, la compétition, c'est entre rester au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou je m'en vais en Gaspésie. Parce qu'en Gaspésie, j'ai le temps, il y a des grands espaces, j'ai accès au plein air, j'ai accès à l'eau. Ce qui est attirant pour notre région et aussi pour la Gaspésie. Là. C'est pour ça qu'on a le goût d'aller vivre dans ces régions-là. Il y a peut-être quelque chose à penser là-dedans. Il y a peut-être quelque chose, parce que la Gaspésie s'est fait beaucoup parler auprès des communautés francophones. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur ce point-là. Là. On arrête ça là-dessus, mais c'est pas mal intéressant. J'aime ça. Je clique, j'aime. On va revenir avec un sujet plus terre-à-terre. On a vu à la MRC, au conseil de la MRC, qu'on a parlé du salaire des élus.
Oui. Donc, l'augmentation du salaire des élus, on a vu ce qui s'est passé à Saguenay. Donc, ils ont fait une augmentation du salaire des élus. Il y en a eu un peu partout. Et puis là, ben, il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi vous augmentez vos salaires? On a besoin de plus de services, on a besoin... je ne sais pas c'est quoi ton point de vue là-dessus. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà travaillé, entre autres, là, dans le milieu ben, gouvernemental. que ce soit dans le milieu gouvernemental, municipal, mais c'est pas des jobs simples. Hein? Moi, je vais au forum étudiant avec mes étudiants où ils vivent la vie d'un député pendant une semaine. Et si je leur demandais de faire 10 du travail qu'ils font de cette semaine-là durant une de mes semaines de cours, j'aurais des plaintes. Parce qu'ils travaillent non-stop. Ça commence à 7 h le matin. Ils sont en train encore d'écrire des discours à 2 h du matin. Ça dort très peu. Ça bouge, ça roule. Puis il faut tout le temps qu'ils soient disponibles. Il faut qu'ils suivent l'actualité. Il faut qu'ils fassent... C'est pas des jobs simples. Et quand tu regardes le salaire, mettons, d'un conseiller municipal de Saint-Eugène-d'Argentenay, là, écoute, il se paye pas de maison avec ça, là. Non, puis il faut se le dire aussi, on veut-tu avoir accès à nos conseillers? On veut-tu y avoir accès à notre maire? Bien, il faut compenser un petit peu parce que c'est souvent des gens, quand on parle des gouvernements municipaux puis provinciaux, ils gardent leur job parce que sinon, ils ne peuvent pas vivre. Puis on veut qu'ils soient disponibles. Tu sais, que nos conseillers soient dans les tables de concertation, il faut quand même les aider. Oui. Mais moi, je suis un peu aussi du côté des citoyens qui disent qu'on a plus de services parce que, par exemple, j'ai travaillé avec des directeurs généraux ou des organisations. Les directeurs généraux, là, c'est pas juste des secrétaires, là. Non. Ils s'occupent des taxes, ils s'occupent des demandes de subventions. Ils sont la pieuvre de la ville. Là. Ils touchent à tout, ils connaissent tout. Ils connaissent leur équipe, ils connaissent les bénévoles, ils connaissent les organismes, ils accueillent les nouveaux arrivants. Puis, dans période de taxes, essaye de te concentrer sur un dossier quand tu as quelqu'un qui vient payer tes taxes tout le temps. Moi, je lève mon chapeau au directeur et directrice de la MRC Maria Chapdelaine que j'ai côtoyé. Vraiment, vous êtes des passionnés, vous faites un excellent travail, je vous lève mon chapeau et si ce n'est pas une question de salaire, parce que c'est dur pour les budgets de tout le monde, je tiens à vous dire, reconnaissez le travail de vos administrations municipales et vos administrations au niveau de la MRC. Il y a des coupures partout, puis ils font un excellent travail. Je veux juste semer la graine de dire, ces gens-là ont besoin de reconnaissance parce qu'ils font un travail énorme et invisible pour la majorité de la population. Les conseillers, on les voit, ils sont soutenus par les équipes d'administration municipale. Les autres, ils font ça par les soirs, là. Ils travaillent dans le jour, là. Ils ont d'autres jobs. Là. Fait que là, il faut qu'ils soient là, puis il faut qu'ils aillent à tel coupage de ruban, puis inauguration, puis là, une annonce, puis là, il faut qu'ils s'informent. Ils ont des réunions le soir, des comités de travail. Je me fais l'avocat du diable. Tu as voulu qu'on te mette là, ça devrait être bénévole. Non. J'ai voulu participer, donner l'opinion. Mais il y a une autre partie qui est se renseigner avant de donner une opinion. Prendre le temps de connaître le dossier, prendre le temps de connaître les gens avec lesquels nos décisions vont avoir un impact. Ce temps-là a une valeur et l'augmentation est très raisonnable parce que si on paierait un professionnel pour le même travail, ça coûterait combien? Posez-vous la question. Qui serait beaucoup moins dévoué parce qu'il n'y aurait pas nécessairement la communauté à cœur. Là. Ben non, puis il n'y aurait pas la communauté derrière lui non plus. Ça serait quelqu'un qui aurait choisi de. C'est ça. Donc là c'est une légitimité quand on est une élection aussi qu'on va chercher. Ben, c'est ça. Les gens, et puis tous les politiciens que je connais, ben, on parle de politiciens municipaux et MRC et provinciaux, bien, c'est des gens dévoués qui sont présents. On a bien beau dire, avoir tous les stéréotypes qu'on veut au niveau de la politique. À la base, les gens ne rentrent pas pour fourrer le système. Là. Non, puis on a le droit de ne pas être d'accord avec leurs décisions parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se faire, mais ces gens-là donnent leur temps, s'informent, prennent des décisions. C'est pas toujours simple là, de prendre une décision, mais quand tu as tel budget, ben tu peux pas te dépasser, tu n'as pas le droit. Là. Fait que là, il faut que tu rentres dans ton argent. Ils doivent s'entourer, font souvent des sacrifices au niveau de leur vie privée, hein, parce que y en a qu'eux autres, ils aimeraient ça passer à Saint-Valentin avec leur amoureux ou leur amoureuse. Puis finalement, dans le conseil de la MRC, tu as un coupage de ruban, tu as une inauguration, c'est une réalité qu'on connaît peu. Et je vous invite, chers citoyens, d'aller voir vos conseillers, puis rencontrez-la, demandez-leur c'est quoi leur horaire. Vous avez le droit de leur demander c'est quoi la réalité. Et sûrement qu'il y a bien des gens qui se poseraient des questions après sur est-ce que je serais capable de faire tout cet engagement-là
sans rémunération. Puis je parle pas de rémunération salaire, c'est plutôt une compensation. Oui, puis il y a une autre affaire aussi. Là. Les gens qui viennent voir les élus, puis le maire, puis qui viennent le tirer, ils rencontrent au centre d'achat ou quand. Ils sont tout le temps en train de travailler, là. Veux pas, là. Tu vas faire ton épicerie, tu rencontres un citoyen. Hey, quand est-ce qu'on va refaire mon rang? Quand est-ce qu'on va. Là, tu es tout le temps en train de travailler. Et souvent, quand les gens t'accostent, c'est pas pour te dire, hey, t'es beau, t'es fin, t'es gentil. Merci beaucoup pour telle décision. Non, c'est souvent pour dire, ça marche pas, quand est-ce qu'il va arriver? Fait que c'est lourd à porter quand même. Là. Puis il y a aussi un poids au niveau d'être porte-parole, t'es le visage. Puis, tu sais, on entend souvent, puis les élus entendent souvent, j'ai demandé ça à la ville. Quel département? Oui. Qui? À qui t'as parlé? Parce que ça s'est pas rendu à moi. Tu sais, je avoir su. Ils ont quand même leur image a un impact aussi. C'est une décision qui est faite par le conseil municipal. C'est qui qu'on va mettre comme visage sur cette décision-là? C'est eux. Il y a une responsabilité. Ben oui, là. Chaque décision qui est prise, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, il y a des gens qui vont être d'accord. Donc, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais à un moment donné, il faut... On est le conseiller, les membres du conseil, des conseils municipaux, puis des MRC, des conseils de MRC, sont des visages reliés aux décisions. Il y a un impact, c'est des outils de communication aussi. Donc, il faut se poser la question, rémunération, à quelle hauteur? Je ne sais pas. Je ne connais pas assez bien le dossier. Mais il faut prendre en compte le fait que c'est des images. Leur image est utilisée dans le cadre pour représenter des décisions. Ils ont des responsabilités au niveau de se renseigner sur chacun des dossiers pour les décisions. Puis comme tout le monde, ils ont 24 heures dans une journée, puis ils veulent dormir, puis ils veulent avoir une qualité de vie, puis avoir un salaire. Il y a aussi la visibilité auprès de la communauté, rencontrer dans les comités, puis participer à des inaugurations ou encore... Donc, il y a beaucoup de responsabilités auprès de nos politiciens. Tu as parfaitement raison là-dessus. Donc, bravo, hein? Nous, on va leur dire bravo à ceux qui s'engagent socialement, politiquement. C'est important, on en a besoin. Et puis, lâchez pas, c'est pas toujours facile. Là-dessus, on prend une petite pause et on vous revient tout de suite après cette petite pause. Épargne Placement Québec présente le risque selon Ginette. Depuis toujours, Ginette aime prendre des risques. Parfois calculés et parfois pas. Mais lorsqu'elle a voulu s'assurer d'une retraite excitante, Ginette n'a pris aucun risque. Elle a épargné avec le REER d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Si tu es capable de te mettre à la place des autres, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour un jour travailler en santé et en services sociaux. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Bon. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 km seule, en suivant le réseau électrique, ça m'a amené à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière de la beauté du Québec, fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. Et
Bien, j'espère que vous avez passé une belle pause. Hein? Nous, ça a été vraiment constructif. On a fait plein de choses. Mais on revient avec l'actualité. On va parler de médicaments, de TDAH. En fait, on a vu plusieurs spécialistes et beaucoup de pédiatres dans la région qui ont signé une lettre ouverte en disant « Attention, là, il faut prendre conscience qu'en ce moment, on a beaucoup plus de diagnostics de TDAH, troubles du déficit de l'attention et hyperactivité. » Avec ou sans? Avec ou sans. Bon, avec ou sans. Mais on médicamente beaucoup. On parle de Ritalin, on parle de ça. On médicamente. Déjà au Canada, on prend 40 % plus de médicaments que ce qu'on peut retrouver dans des sociétés comparables, exemple la Scandinavie. Puis au Québec, par rapport au Canada, on donne 3 fois plus de médicaments qu'ailleurs au Canada. Je pense qu'il faut se poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'on est une société qui a un déficit d'attention global, tout le monde ensemble? Ça me touche personnellement énormément. J'ai un TDA, trouble de déficit de l'attention. Mes qualités de verbomoteur. Mais j'ai été diagnostiquée à 26 ans. J'ai fait un bac à l'université, j'ai fait mes études. Anecdote rapide, moi à l'université, les profs me disaient en m'entendant parler « Ah, tu vas te rendre au doctorat ». Ils me lisaient, ils disaient « Comment tu as fait pour rentrer? » Les fautes de français étaient énormes. J'étais capable de me vider, mais structurer une idée, ça c'était autre chose. Ça, c'était mon anecdote. J'ai été diagnostiquée à 26 ans parce que j'oubliais des choses ou j'ai eu de la misère en emploi à cause de ça. Mais, c'est quoi le TDA à la base? Trouble de déficit de l'attention. C'est des gens qui, au niveau du comportement, ont de la difficulté à garder leur attention sur une chose, à se concentrer, puis surtout sur des choses qui ne les intéressent pas. Quand il y a quelque chose qui les intéresse, là, j'en suis un bon exemple, quelque chose qui ne m'intéresse pas, ça va me prendre 2 semaines à me donner un coup de pied dans le derrière pour faire mes impôts qui vont me prendre 30 minutes. On s'entend, c'est pas mal plus important que faire ma vaisselle. OK? Ça dépend des points de vue. Ça dépend des points de vue. Mais, quand tu es rendu à date limite, tu le fais. Mais moi, c'est ça, c'est arrivé de ne pas avoir. Mais tu me donnes un projet qui me passionne. Je vais être capable de travailler 72 heures dessus. Ça va être parfait, sans dormir. Puis je vais être ultra dévouée. Il faut se poser des questions au niveau de notre système d'éducation, de notre système de travail, sur plusieurs choses. Il y a un domaine médical qu'on appelle la psychiatrie sociale. On passe souvent au niveau de la médication. La psychiatrie, à la base, il faut connaître que c'est une des seules sciences qui mélange la science biologique avec les hormones, les différentes molécules qui sont utilisées, avec les standards sociaux qu'on a présentement. Les médicaments, c'est souvent pour répondre à un standard social parce qu'un comportement devient problématique au niveau de la socialisation, au niveau de la socialisation, de la qualité de vie, d'entrée en relation ou l'efficacité au travail. Il faut se poser des questions. Pourquoi on en a beaucoup? Est-ce que c'est parce qu'on demande beaucoup de concentration alors que c'est peut-être un peu trop déjà pour notre génération? Moi, je vais dire, j'ai été diagnostiquée à 26 ans, puis pourquoi? Au primaire et au secondaire, mes parents, c'était une obligation familiale. On est 3 enfants dans la famille. C'était une activité sportive, une activité culturelle. C'était automatique. On devait la choisir en début de l'année, puis on devait faire l'année au complet. Au cégep, je m'aperçois, ça coûte cher, mais ça fait une méchante différence. Parce que tout le long de mon primaire et de mon secondaire, j'étais à l'aise à l'école. Je dépensais mon énergie. J'étais au patinage artistique 12 heures par semaine. Oui. Puis je ne suis pas une athlète internationale, là. Donc, puis j'avais des cours de chant ou d'improvisation. Bien, je me suis aperçue au cégep que ça m'a permis de dépenser mon énergie puis de m'outiller comment m'exprimer, exprimer mes besoins et à l'extérieur, dans des choses qui me passionnent. Donc, j'avais toujours une motivation après l'école si quelque chose ne me passionnait pas. Mais ça coûte cher, mais ça fait une méchante différence. Je suis arrivée au cégep, je suis arrivée à l'université. Quand tu sais combien ça coûte un cours de patinage artistique, parents de patineuses et patineurs, chapeau. Bien, tu t'aperçois que tu n'as pas la place pour t'exprimer, tu n'as pas la place pour dépenser ton énergie pour être efficace lorsqu'on te demande une tâche. Et encore, la psychiatrie sociale, c'est se poser la question aussi au niveau de notre société, comment on peut les accueillir avec les neuronormatifs pourraient accueillir les TDAH. J'aime pas ces 2 termes-là, mais neuronormatif, c'est ce qu'on appelle la norme. C'est ce qu'on appelle le standard. Je connais personne qui rentre dans le standard, personnellement. C'est une moyenne, probablement. Oui, c'est ça, j'en connais pas. Mais tout le monde finit par dire « Ah, moi, j'ai tel trouble, j'ai tel trouble, j'ai tel trouble, j'ai tel trouble. »
Il faut se poser déjà la question. Pourquoi ça devient un trouble? Est-ce que c'est un trouble pour nous ou c'est un trouble pour l'intégration dans la société? Je pense que les spectateurs en sont déjà aperçus. Bien, mon TDA me permet d'être verbomoteur, d'exprimer mes idées, d'être intéressé partout, puis de parler à tout le monde. Et ça a des avantages. Je disais ça aussi, j'ai intervenu auprès des jeunes enfants comme personne, un adulte avec un TDAH. Ouais. J'ai dit, est-ce que vous vous souvenez du premier film de Spider-Man avec Tobey Maguire? Il y a un bout où il découvre qu'il est Spider-Man, puis il essaie de tirer sa toile. Tu sais? Le TDAH, c'est un super pouvoir. Mais essaye de l'utiliser, de le contrôler. Ouais. Ça prend du temps avant de se connaître, de dire comment je pourrais l'utiliser, comment je pourrais... Donc, il faut être patient avec les gens, mais il faut aussi leur donner des objectifs qui les motivent. Ça fait des grands changements auprès des gens qui ont un TDAH quand tu leur dis « Ça, c'est ton talent, mets donc ton énergie dessus. » Moi, mon talent, c'est de travailler avec les bénévoles, de les motiver, de motiver dans les projets, de les aider dans leurs projets, de les faire avancer. Puis, verbomoteur, j'aime ça parler, j'aime ça expliquer, j'aime ça discuter avec les gens, j'aime ça échanger. Bien, c'est ce qui fait que ma médication, personnellement, diminue. Parce que je valorise ce trait-là au lieu de voir ça comme un défaut. Parce que je pourrais travailler dans certains milieux et au débit que je parle, ça ne convient pas à tout le monde. Puis est-ce que tu penses qu'on pourrait vraiment moins médicamenter? Au-delà de mieux outiller les gens qui ont le TDAH et les gens de l'entourage, est-ce qu'on est obligé de donner des médicaments? Je ne suis pas psychiatre. Je tiens à le souligner. Ouais. Je ne suis pas psychiatre. Je laisserai les diagnostics puis l'évaluation de la médication au psychiatre. Cependant, je peux parler de mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle, c'est j'ai dépensé mon énergie, j'ai trouvé ce que j'aimais, j'ai trouvé ce qui me passionnait et je suis allée travailler là-dedans. Donc, c'est... Mais dans le diagnostic, là, je reviens là, parce que je comprends ce que tu me dis, mais moi, ce que j'ai entendu en regardant et en m'informant là-dessus, c'est que même les pédiatres nous disent, regardez, c'est une grille d'analyse qui nous dit si tu es TDAH ou pas, ça reste des êtres humains qui analysent d'autres êtres humains. Donc, je veux dire, c'est complètement subjectif. La psychiatrie sociale, c'est pour ça qu'on parle de la psychiatrie sociale. La psychiatrie, c'est entrer dans les normes pour que la société nous accepte. Donc, la grille, c'est pour être normatif, afin que la société nous accepte. La société, c'est qui? C'est plein de personnes. Qui sont tous différents. Qui sont tous déjà différents. Donc, il faut s'entendre sur une norme. Une femme TDAH au Québec va sûrement être médicamentée. Mais une femme verbomoteur là, qui exprime ses opinions, là, avez-vous déjà vu une Italienne qui a un problème avec ça, elle? Non, au niveau culturel, c'est avantageux dans certaines cultures. Donc, il y a une question à se poser aussi de notre perception. Est-ce que c'est vraiment un trouble que l'individu a sa responsabilité ou peut-être mieux accompagner l'individu à trouver sa force dans ce qu'on appelle un trouble? C'est faut trouver une force là-dedans. Toute personne, puis on parle vraiment du TDAH, là. C'est très spécifique au TDAH, ce que je dis présentement. Il y a des troubles psychiatriques qui, eux, ont vraiment besoin de suivi, puis les psychiatres, ils n'ont pas fait de lettre là-dessus. Mais le TDAH a cette particularité-là, que c'est au niveau des comportements sociaux. Ils ont de l'énergie emmagasinée, ils ont des désirs de faire des choses. Puis quand on parle des TDAH, on parle souvent des petits garçons, mais savais-tu que la majorité, à travers le monde, des TDA, c'est les femmes. Adultes? C'est les femmes en général. Enfants, adultes, c'est les femmes qui ont le plus de troubles de déficit de l'attention. L'hyperactivité, c'est les garçons, mais dans général, TDA et H, avec H, c'est les femmes, si on prend tout le diagnostic à travers le monde. Donc, déjà, on enlève un stéréotype, là. Mais il y a aussi une autre chose qui est bien intéressante. Si vous avez un entrepreneur dans votre réseau, regardez-le aller. Et regardez la grille d'évaluation d'un TDAH. Vous allez voir, il y a tous les symptômes. Cette personne-là... Les canalise mieux, peut-être? Ou... Ils ont quelque chose qui les passionne. Parce que tu ne commences pas une entreprise dans quelque chose qui ne te tente pas. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui les passionne. Ils ont des défis diversifiés. Il y a un objectif qui leur convient. Puis ils aiment tellement ça qu'ils réussissent à rapatrier des gens autour d'eux pour faire valoir leur projet.
faut se poser la question. TDAH, c'est... Comment rendre ça positif, en fait, puis productif pour la société? Oui, c'est un avantage, c'est un super pouvoir, comme je disais aux enfants. Le plus dur, c'est de trouver comment l'utiliser, comment le déclencher à son avantage pour en faire valoir tout le monde. Parce qu'on n'est pas avec ça en se disant « Oh, moi, je vais devenir TDAH. » Non, on vit avec ça. Mais comment le porter à l'avantage, notre avantage et à l'avantage de notre communauté? C'est ça qui est dur et que les gens auraient besoin d'accompagner les enfants, mais les adultes aussi, parce que maintenant, on a des diagnostics très tard. Dans ma famille, c'est les filles. Ma soeur est TDAH, moi je suis TDAH, et parce que les deux filles ont eu notre diagnostic, ma mère a été diagnostiquée à 60 ans. Bon, c'est beau chez vous? Mais, tu dis qu'il y a des vitrailles, elle en fait en tabarnouche. C'est vraiment une belle réflexion qu'on a là. Oui, il va falloir se pencher là-dessus en société, oui. C'est certain. Je t'amène sur un autre sujet, on va parler d'agriculture urbaine. Ça m'amène à parler de deux sujets en même temps. C'est la ville de Saguenay qui décide de faire une consultation populaire sur l'agriculture urbaine. Qu'est-ce qu'on fait, comment on veut, qu'est-ce que les gens voudraient. Donc, c'est en 2 points. Premièrement, l'idée de l'agriculture urbaine. Moi, je suis vendu à ça, là. Moi, chez nous, j'ai 45 000 pieds de terrain, puis j'essaie de cultiver le plus possible des arbres à fruits, des jardins. Ça me fait triper bien raide. Je trouve qu'on mange mieux, puis qu'on fait plein de choses, puis plein de petits trucs bien niaiseux qui nous permettent, en tout cas, d'être plus efficaces et de bien manger. Et tout aussi, l'autre volet, l'idée de faire une consultation citoyenne. C'est la première fois que ça se fait à Saguenay. Je sais qu'à l'époque, Richard Hébert ici avait fait une pour voir, tu sais, dans son mandat de maire, qu'est-ce que la population voulait, puis ça lui a servi quand même à légitimer certaines décisions, parce qu'en disant, mais la population a demandé, veut qu'on aille dans telle ou telle direction. Ça reste biaisé, puis ça dépend qui va se présenter à la consultation populaire, qui va... Et là, pour Saguenay, ce qui est particulier, c'est que c'est un sondage. Hein? C'est en ligne, je pense qu'on va faire la consultation en ligne. Donc, accessible à tous. Bon, mais là, on a toujours là, comment les questions sont posées, le biais de désirabilité sociale. Il y a beaucoup de choses à réfléchir là-dessus. Fait que je te laisse sur ces 2 sujets. Démerde-toi. Démerde-toi. J'adore ton positivisme. Mais pour commencer, l'agriculture urbaine, chapeau. Oui, oui, oui et oui. Le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec valorise ces actions-là. On parle du réchauffement climatique, on parle des réseaux environnementaux, mais aussi on parle de l'accessibilité alimentaire pour les gens dans les communautés plus défavorisées. Il y a ça comme avantage aussi. Communautaire, les plates-bandes, là, que toutes les plates-bandes deviennent cultivables, que les gens puissent aller chercher. Il y a plein de communautés partout à travers le monde qui font ça. Et ça rapproche les gens, en plus. Oui, et... Pourquoi pas mettre nos pelouses en avant, là? Pourquoi on doit absolument quelque chose qu'on doit tondre à chaque année au lieu de faire, bien, regarde, je vais mettre un plat de tomates. Quand j'habitais à Montréal, je m'étais fait mon jardin en avant, parce que c'est la seule place où j'avais un petit bout sur le plateau, j'avais une petite place. Je m'étais fait un jardin, puis j'avais mis un poteau, servez-vous, ne pas saccager. Ouais. Parce que moi, ça me fait plaisir de jardiner, mais je savais qu'il y avait des personnes démunies, puis je voulais pas les stigmatiser ou les cibler. Mais les gens... prenaient une tomate, ils en mangeaient à s'en allant, puis ils ne saccageaient pas mon jardin, mais ça rend la nourriture plus accessible, fraîche. Puis c'est bon pour le moral, jardiner, c'est bon pour le moral d'être proche de l'environnement. Puis moi, je trouve, personnellement, que c'est un entretien beaucoup plus agréable, un jardin, qu'une pelouse. Bien, moi, je suis parfaitement d'accord. En plus, tu récoltes, ta pelouse, t'as beau pousser, il faut que je la tombe. Faut que je la tombe. Là, de voir des arbres à fruits, de cueillir ces choses, de voir tes plantes pousser, les manger, moi, avec les enfants, je trouve ça fantastique. C'est une école qu'on oublie, en fait, là. Tout notre lien avec la terre. Oui, puis les arbres à fruits, au lieu de mettre... oui, c'est important d'avoir des arbres de différentes natures, des chênes, des sapins et autres. Mais peut-être installer des arbres à fruits dans les rues, là. Est-ce que c'est plus de dépenses avoir un arbre à fruits qu'un chêne? Je suis pas spécialiste. Non, mais je veux dire, une fois qu'il est planté, il y a des fruits, les récoltes, ça peut aller dans les garde-manger, dans les organismes communautaires en alimentation. Ça permet de voir aussi, tu sais, la nature nous nourrit. Le Guide alimentaire canadien, vous en avez parlé la semaine dernière, recommande la moitié d'une assiette en végétaux. Si on évite, si on a juste à acheter ce qu'on a à combler à l'épicerie, mais qu'on peut aller chercher dans notre jardin,
dans les arbres fruitiers de notre quartier, soit que notre voisin a et il y en a trop, parce que c'est souvent le cas quand tu as un arbre qui fait des fruits, vite t'en as trop puis t'en partages. Et bien là, on voit déjà que manger santé, c'est plus accessible qu'on le pense et ça donne place aux échanges entre voisins. Oui. Il y a aussi, là, on parle d'agriculture urbaine, on parle de l'agriculture végétaux. Mais je suis bien contente, moi, d'Olbeau-Mistassini, l'année dernière, la décision d'avoir des poules, ça fait partie de l'agriculture. Donc, encore une fois, c'est se donner accès à une nourriture saine à proximité de chez soi, qui fait de la permaculture, parce que ceux qui ont des poules savent que tu peux donner des restants, ils mangent. C'est une permaculture à proximité. On évite beaucoup de transport. Moi, agriculture urbaine, 100%. Ça ne nuit pas à nos producteurs agricoles. Mais non. Non, au contraire, ça valorise leur travail. On reconnaît plus le travail derrière. On a le goût de les encourager, de travailler autrement. Puis il y a des choses qu'on sait. Moi, là, même l'hiver, là, je veux dire, un plant de tomates, là, ça n'arrête pas de vivre à l'automne. Si tu le rentres en dedans, puis tu te prends une lampe de luminothérapie, là, puis tu vas avoir des tomates à l'année dans ta maison. Là. Tu peux faire pousser des échalotes. Il y a beaucoup de choses que tu es capable de faire à l'année. Bon, c'est certain qu'il y a... Il faut un peu plus de connaissances là-dedans. Un peu plus de connaissances, mais il faut commencer quelque part. Puis déjà, d'avoir un jardin, de favoriser ça en tant que communauté, puis ça rapproche les gens, là. Les jardins communautaires, moi, je tripe bien. Moi, ça me fait juste penser, on a des jardins communautaires, mais une serre communautaire. Moi, j'y pense, là. J'y pense. Une serre communautaire, ça serait comme le deuxième niveau de jardin communautaire qui serait intéressant à développer. Ouais. Je lance l'idée. T'es une entrepreneur? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que mon entreprise, c'est aider les gens qui ont des projets à les réaliser. Ouais. C'est ça, mon entreprise. C'est-à-dire, aide-toi toi-même. Je prêche par l'exemple. Oui, c'est correct. Mais là, ça m'amène à... Moi, tous les deux, on est d'accord pour l'agriculture urbaine. Puis l'agriculture urbaine, moi, je tiens aussi, avant qu'on passe au prochain sujet, à dire que c'est pas juste les plates-bandes. À Montréal, il y a une épicerie qui, eux, ont fait leur toit au complet comme un jardin. Oui. Et dans l'épicerie, on a une affiche, un tableau interactif qui nous dit « Moi, je veux tant de tomates, je veux tant. » Et c'est un employé qui va le cueillir sur le toit et qui te l'apporte à la caisse. Oui. On s'entend-tu que tu viens de sauver en transport en tabarnouche, en plus de verdir ton toit, permaculture, moins de pertes, parce que c'est souvent ça qui se passe dans les épiceries. Les propriétaires d'épiceries me pourront confirmer, il y a énormément de pertes, parce que le fruit commence à mûrir dès qu'il se fait enlever de l'arbre. Donc, il y a des pertes là-dessus. C'est pas parce qu'on y veut, c'est quand tout le monde veut le produit le plus frais, puis quand il est trop mûr, bien... Il est plus bon. Il est plus bon. Mais tandis que là, quand tu l'enlèves, tu peux pas avoir plus frais que ça. Ça fait 15 minutes qu'il est enlevé. Donc, je trouve ça important. Il y a tellement de façons. Les gens qui habitent dans des appartements, des plantes en pot. Ben oui. Les enfants. J'ai un grand terrain, mais j'ai des chiens. Mes plantes sont en pot. Ouais. Mais un autre aspect de ce point-là que je trouvais bien intéressant, c'est consultation publique. Oui, je veux t'entendre là-dessus. Je te donne 4 minutes. 4 minutes? Parce que j'ai un autre sujet que je veux qu'on fasse, puis il ne reste plus tant de temps que ça, l'émission. D'accord, en 4 minutes. Consultation publique. Les consultations publiques qu'on entend beaucoup parler, c'est le soir, entre 5 et 7 heures, sous le principe d'un conseil municipal, puis des gens qui ont le temps, entre 5 et 7 heures, qui peuvent donner leur avis à ce moment-là. Est-ce que ça répond à notre population active qui veut quand même s'exprimer? Non. Puis au niveau du sondage, il faut que tu aies le temps de le remplir, le sondage aussi, puis de te renseigner un petit peu. Est-ce que c'est vraiment adapté? C'est important d'en faire. Ça, je suis bien d'accord. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être reviser la méthode? Dans ma carrière, j'ai pu travailler avec le principe de Living Lab. Living Lab, j'ai pas encore... C'est laboratoire vivant en français. Et le principe, c'est qu'un comité de bénévoles commence à se poser des questions et les réflexions qu'il veut partager auprès des citoyens, le structure en grandes questions et le partage aux citoyens de manière originale. À Témiscouata-sur-le-Lac, pour repenser l'évolution de la municipalité, ils ont mis des chevalets avec les grandes questions écrites en haut des chevalets dans des entreprises de la communauté, la boulangerie, et les citoyens, avec un post-it, répondaient à cette question-là de manière anonyme et le collaient dessus. Les bénévoles, une fois par semaine, allaient ramasser les post-it. Puis après ça, ça amène une réflexion. Ça amène une réflexion et
moi, j'aurais été encore plus loin. Une fois par mois dans le journal, une catégorie, dire voici les grandes idées qui ont été retenues par la communauté. Donc, on a un échange perpétuel à propos de ces questions-là. C'était toujours des questions différentes. Quel entrepreneur va dire non, moi, j'en veux pas de chevalet, je veux pas que les gens viennent dans mon commerce? Ouais. Non. Ou quand tu attends ta miche à la boulangerie ou à l'épicerie à payer à la caisse, tu écris une idée pour répondre à la question, ça se fait bien. Tu réponds à la population active parce qu'ils ont besoin d'aller dans les commerces. Oui. Et donc, ça apporte la réflexion. Puis après un certain temps, quand c'est fait, bien là, tu peux dire, venez à ce grand événement, une journée d'activités ou ludique avec des activités pour les enfants, avec une gardienne pour les enfants un samedi, puis où que c'est discussion, c'est le fun et c'est pas juste comme on s'assoit et on pose une question. Puis on a déjà un peu colligé les propositions des gens, les réflexions des gens, fait qu'on a déjà des pistes de discussion qui sont du travail qui est fait en aval. Hein. Mais du travail qui s'est fait de manière naturelle, c'est pas de la grosse réflexion, c'est que tout le monde a eu l'occasion de donner son avis de manière décontractée, sans pression. C'est le subsidiarité que les gens les plus proches des problèmes ont souvent les meilleures solutions. Bien, c'est ça. Et de cette façon-là, bien, on enlève la charge de l'organisation, on permet à toutes les tranches de la société de donner leur avis aussi. Ce qui est très important, parce que si on met une consultation publique classique, il faut que les gens soient disponibles, soient capables de se transporter et comprennent la difficulté, comprennent le débat. Et aussi, il faut laisser la place aux trolls, mais il faut aussi les spotter, comme on peut dire, les cibler, les reconnaître. Sur les beaux sites, quand tu vois une niaiserie, tu sais que c'est une niaiserie. OK? Tout le monde va s'y attendre. Bien, ça donne cette chance-là. Beaucoup pensent que les médias sociaux, ça peut être une technique. Les médias sociaux ne sont pas toujours positifs dans la communication. Et on c'est vraiment pas une place pour débattre, je m'excuse. Non, ça vole pas haut, on va se le dire. Bien, franchement, ça vole pas haut dans certains débats, mais ça a une importance. Mais pour discuter des questions que tu as posées sur le babillard, ça, c'est une bonne façon. Puis là, je parle de l'exemple de Témiscouata sur le lac. Je félicite encore le comité qui s'en est occupé. Puis ça a été un travail de longue haleine, mais qui a répondu à énormément de questions. Et les gens, lors de cette journée-là, ont dit, dans telle salle, on parle de la question loisir. Dans telle salle, on parle... Et les gens se sont allés vers ce qui les intéressait. Et on a développé des réseaux de bénévoles de cette façon-là parce qu'ils ont vu la dynamique, ils ont vu la légitimité. Puis ça a changé la perception du bénévolat. Au lieu d'être quelque chose de plus en retrait ou de plus discret, bien, hey, moi j'adore cette idée-là, je veux embarquer, je veux y participer à la hauteur que je suis capable de faire. Ça a énormément d'avantages. Moi, je prêche pour le Living Lab, pour le laboratoire vivant. J'aime ça, une belle réflexion à avoir. Dernier sujet, parce que, écoute, le temps avance, le temps avance. On sait, la semaine dernière, c'était la commémoration des 2 ans de la tuerie de la mosquée de Québec. Ouais. On a vu à Toronto qu'ils ont décidé de prendre cette journée-là pour faire la journée de la lutte contre l'islamophobie dans la ville de Toronto. Et au Québec, eh bien, on nous dit qu'il n'y aura pas de journée de lutte contre l'islamophobie parce qu'il n'y en a pas d'islamophobie au Québec. C'est ce que le gouvernement nous a dit. Ça m'a jeté un peu à terre. Tu sais, j'aimerais rappeler là, les têtes de porc à la mosquée, les excréments à la mosquée à Chicoutimi, Saguenay, Ville-Blanche, les pancartes. On peut parler et de voir tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux. La meute. La meute, point. La meute. J'ai de la misère à comprendre ce calcul-là. Je comprends pas. Je pense qu'on n'a jamais assez d'ouverture d'esprit et de dialogue, en fait. Là. Puis je trouvais justement que dans la commémoration du 2 ans, on parlait beaucoup de ça, que ça va amener du dialogue et de la compréhension. Parce que des fois, la peur, c'est de l'ignorance, parce qu'on a peur de l'autre, on ne comprend pas. Puis des fois, ben, juste à tisser des liens, commencer à parler, des fois, ça prend des drames comme ça pour que ça se passe. Puis là, qu'on me dise que ça n'existe pas au Québec, l'islamophobie, m'excuse, mais j'ai un gros doute. J'ai plus qu'un doute. Je trouve ça aberrant. C'est pas juste l'islamophobie, c'est la discrimination en général, mais au niveau de l'islam, il y en a. La transphobie, l'homophobie, on en a plein. Dire, mais l'islamophobie, présentement, au cours des 2 dernières années, on a vu énormément de marques. Je vais me mettre un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il y en a tant que ça ou les actes qu'on a eus sont plus importants au niveau de l'islamophobie? Peu importe, je te dirais. Peu importe. Moi, je trouve aussi, mais je veux dire, il y a une réflexion à se faire aussi en arrière. Est-ce que les citoyens sont vraiment islamophobes ou sont... non, je ne crois pas que les citoyens en général soient islamophobes. Mais informés. Oui.
peu d'accès à une personne qui peut en parler, qui peut partager son expérience à propos de l'islam, des musulmans. Oui, parce que l'islam et une personne musulmane est islamique, mais n'est pas un terroriste islamique. Il faut faire la différence, là. Il pratique l'islam. Puis on ne voudrait pas se faire comparer, tu sais, comme chrétien, moi je suis zéro pratiquant, mais on ne voudrait pas se faire comparer avec... je veux dire, les croisades? Ben non, mais tu sais, je veux dire... on stigmatise énormément et on fait des amalgames qui n'existent pas. Je veux dire, dans l'islam, il y a plein de sortes d'islam, comme dans la chrétienté, il y a plein de sortes de je veux dire, on est, quand tu es chrétien, tu n'es pas protestant, tu n'es pas orthodoxe, tu n'es pas épiscopal, tu n'es pas presbytérien. Là, je veux dire, à un moment donné, puis on met tout ça dans le même paquet, puis je trouve que les médias stigmatisent énormément. Parce que quand on a des débats, c'est tout le temps lui contre lui, mais la réalité, elle est beaucoup plus grise et neutre que ça, puis je trouve qu'il y a un travail à faire là aussi, non? Énormément. Parce que présentement, au niveau des médias, qui est quand même notre source d'information numéro 1, on ne se le cachera pas, bien, on parle des grands actes, on parle des événements qui sont les plus marquants. Et qu'est-ce qu'on se souvient? Puis c'est quand c'est dramatique. Puis... C'est des grands drames. L'islamophobie est bien présente dans la communauté. Est-ce que c'est conscient? Non. Est-ce que c'est important de faire une journée de l'islamophobie? Je te dirais que je trouve ça important à 75 %. Oui, ça a une importance, mais pas juste une journée par année. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme toute l'idée de toutes les journées, là, même de la Saint-Valentin quelque part. Là. Non, mais dans le sens où, il faudrait, je pense que c'est des valeurs qu'on devrait prôner en tout temps. Mais une journée de l'islamophobie, l'avantage, c'est qu'on... De lutte. Oui, excusez. Hey! Non, mais Oui, c'est important. Juste pour pas que tu sois mal cité. Oui, merci. Donc, la lutte contre l'islamophobie, c'est de se donner rendez-vous à la réflexion. C'est important de se donner rendez-vous pour une réflexion sociale. C'est pas arrêter, c'est se donner rendez-vous, partageons à propos de ce sujet-là. C'est important ces journées-là. J'aime beaucoup ton idée de se donner rendez-vous pour réfléchir. Je te donne donc rendez-vous pour réfléchir dans 2 semaines avec moi. Merci, Joanie Riendeau, d'avoir relevé le défi. Pierre. Je mets mon saut, approve, hein? Je pense que ça s'est bien passé. Donc, on te reverra si tu as aimé l'expérience. Oui. À vous, eh bien, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. J'espère que nos discussions et nos réflexions vous auront amené aussi à réfléchir et à discuter. Et on se dit, je vous dis bonne semaine et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bye.